Marie-Hélène. Bonjour. Allez, salut. Salut. Du coup, c'est quoi Terra? Alors Terra, ça signifie tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Donc on peut décrire Terra comme un projet expérimental qui vise, en s'installant sur un territoire, à construire un écosystème avec plusieurs piliers. D'une part, on veut relocaliser de la production, donc des choses qui sont utiles aux habitants, l'alimentation, la construction, l'énergie. On veut le faire de façon écologique. On veut utiliser une monnaie citoyenne locale pour valoriser cette production et l'échanger entre nous. Et l'idée à terme, c'est grâce à ça de pouvoir garantir un revenu de base inconditionnel qu'on appelle revenu d'autonomie, qui permette à chacun de recevoir quelque chose qui soit au moins égal au seuil de pauvreté, qui lui permette de satisfaire ses besoins, et puis après de pouvoir développer des activités qui lui permettent de gagner plus, ou pas, ou de se contenter de ça. Et puis il y a deux autres piliers vachement importants. C'est d'une part, on a vraiment envie de construire une organisation épanouissante où chacun peut trouver sa place, participer aux activités et, comme on dit, expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Et puis le dernier pilier, c'est qu'on veut vraiment faire ça en lien avec le territoire, en coopération avec tout ce qui existe, de façon à voir si en faisant ça, on peut aussi être facteur de revitalisation, de stimulation de la vie locale, de développement économique, mais un développement économique soutenable. De quelle façon a évolué la gouvernance dans le temps? En fait, c'est en 2015, à partir du moment où on a eu un lieu, là, donc ici on est dans le Lot-et-Garonne, dans une ferme avec un terrain de 12 hectares, qu'on a commencé à vraiment vouloir formaliser un petit peu, en tout cas au moins expliciter la manière dont on voulait s'organiser. Et avec vraiment l'intention de créer un mode d'organisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui soit épanouissant, qui permette à chacun de trouver sa place, de participer aux décisions, d'avoir de l'autonomie, évidemment, et dans le respect des objectifs du projet. Donc pour faire ça, en fait, on a eu un flash sur une vidéo de Frédéric Laloux, qu'on peut retrouver sur internet, qui s'appelle Reinventing Organizations. La vidéo est en français. Donc ça a démarré, on a décidé de faire ça en début 2016. Et donc on a commencé à mettre en place un certain nombre de process, donc ça veut dire des process d'intégration. Donc au début on était 3-4. Janvier 2017 on était une quinzaine. À l'heure actuelle on est 30. Donc ça veut dire que ça ne marche pas de la même manière tout le temps. Donc on a fait plein d'essais-erreurs. Au départ on avait défini un process d'intégration, tout était calé selon la théorie. Puis des gens sont arrivés, on a intégré des nouvelles personnes. Et puis ça n'a plus marché finalement, les personnes qui étaient là, même si on s'entendait bien avec elles, ne se reconnaissaient pas dans les process qu'on avait mis en place. Donc on s'est fait accompagner, notamment en permaculture humaine, et ça nous a permis d'avoir un regard extérieur qui nous a aidé à redéfinir notre organisation. Donc on avait quelque chose qui s'appelait le conseil des volontaires, on a dit ça marche plus, maintenant on a des permanents, 15 personnes qui sont là, voilà leur mission, leur redevabilité, voilà le processus d'intégration. On a défini des rôles, on avait des facilitateurs, des secrétaires, un gardien de la paix qui était justement un peu le garant de l'atmosphère bienveillante, et puis c'était des rôles tournants. Donc on a fait tourner ça pendant à peu près presque un an. Donc on réalisait les rôles, on faisait des élections sans candidat, on utilisait pas mal de processus inspirés de la sociocratie. Et au bout d'un moment, ça s'est éteint tout seul. Il y a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées et on avait notre process d'intégration et finalement elles ne comprenaient pas trop ce que voulait dire permanent. Des gens commençaient à se spécialiser, donc les rôles globaux ne marchaient plus, on commençait plutôt à avoir des rôles spécialisés dans différentes tâches. Et donc on avait pas mal de réunions qu'on avait bien définies, avec des rendez-vous, avec des objectifs très précis. Et là, au bout d'un an, on s'est rendu compte que ça ne marchait plus. Donc au lieu de s'acharner, de dire il faut que tout le monde vienne aux réunions, parce que nous on a vraiment un principe assez fort, qui est la participation libre et consciente. Et je pense que ça nous aide beaucoup à nous ajuster, c'est-à-dire qu'en gros, rien n'est obligatoire. Donc quand on s'engage pour faire quelque chose, il y a quand même une attente que les personnes fassent ce qu'elles ont dit qu'on ferait, mais toutes les réunions sont facultatives finalement. Et chacun, en conscience, va décider de participer ou non. Donc à un moment, quand il n'y a plus personne qui vient en réunion, on va s'interroger sur le bien fondé des réunions et on va dire peut-être que c'est pas de ça dont on a besoin et de redéfinir ensemble de quel type de réunion ou de quel type de rôle on a besoin. On va voir ce que ça va donner. C'est évolutif, du coup. C'est très très évolutif, ouais. C'est vraiment... à chaque fois qu'on a eu un gros process d'accompagnement, de discussion, on a mis en place un truc. Et en fait, c'est pas que ça sert à rien. Ça nous permet de nous remettre en phase, de voir ce qui est bon. Mais généralement, ça marche, super, on a des rôles. Puis au bout de quelques mois, ça marche plus. Et là, il faut arriver à être lucide, ce qui n'est pas si évident que ça, pour dire ça marche plus, de quoi on a besoin, comment on fait évoluer ce qui est là. Quels sont les outils que vous utilisez comme ça de manière régulière? On se réunit souvent le lundi après-midi.
C'est pour faire la synchronisation déjà. Donc c'est le moment où on va se retrouver autour du calendrier, où chacun va dire les tâches qu'il a à faire dans la semaine, s'il a besoin d'outils, de coups de main, de lieux en particulier. Et c'est le moment où on va aussi passer des annonces et on va dire qui y a sur les lieux, s'il y a des accueils à faire, s'il y a des gens qui partent. Ensuite, dans la même journée, on a une réunion qui s'appelle la Permatime. C'est là où on est entre permanents du projet. Et donc c'est plus des débats sur des sujets importants pour le projet de manière générale. Et donc c'est plus intime que quand il y a tous les volontaires qui sont là ou des gens de passage ou des choses comme ça. Et dans la même journée, vu c'est une journée quand même où on se regroupe, on fait un repas partagé le soir. Donc là c'est les moments un peu plus informels et on peut vraiment se retrouver tous ensemble parce qu'il y a beaucoup de projets un peu dans tous les sens et de petites activités. Après il y a un autre outil qu'on utilise dans la semaine, c'est le cercle de la paix. Alors ça peut prendre différentes formes, mais celle qu'on utilise le plus souvent c'est tous en cercle, avec tous ceux qui veulent venir. Et il y a un bâton celui qui commence, il a le bâton de parole et il peut parler autant de temps qu'il veut. Et une fois qu'il a fini, il passe le bâton et ça tourne. Et il n'y a pas de temps pour cette réunion parce que tant que le bâton continue à tourner, quelqu'un a quelque chose à dire, on continue la réunion. Donc c'est un moment vraiment où on prend tous le temps de s'écouter. Il y a d'autres outils qu'on utilise aussi un peu plus ponctuellement. Par exemple, quand il y a des conflits entre deux personnes récurrents ou des incompréhensions, des gens qui ne peuvent pas cohabiter sur un projet, là on va utiliser un outil qu'on appelle le cercle restauratif. Que sont les cercles restauratifs? C'est notre outil, même si c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, c'est notre outil Atera pour gérer les conflits interpersonnels. En fait, le but d'un cercle restauratif, c'est de restaurer la relation entre deux personnes. Avant même et même bien plus que de savoir qui est coupable, qui est victime dans un conflit, qui a tort, qui a raison. Ça part du principe qu'il y a toujours une co-responsabilité dans un conflit relationnel. Une co-responsabilité, voilà, chacun porte une part de la responsabilité du conflit, et le cercle va servir à la fois remettre de la compréhension mutuelle, donner de la responsabilisation et puis dessiner un plan d'action. Admettons, on a Paul et Pierre qui s'entendent plus du tout, leur relation fonctionne plus. Et comme Paul aimerait vraiment restaurer cette relation pour des motifs pragmatiques, parce que c'est important dans le collectif ou simplement parce qu'en fait il aime bien Pierre et qu'il aimerait bien que ça s'arrange, il va aller voir Marie-Hélène, qui est facilitatrice. Et Marie-Hélène et Paul vont prendre un moment pour discuter de ce qui se passe, et Paul va demander un cercle restauratif. Ils vont parler, ensuite Marie-Hélène, elle va aller voir Pierre, elle va lui dire « Pierre, tu sais, Paul il a demandé un cercle avec toi, est-ce que tu sais pourquoi ?» Ils vont en parler et pareil, ils vont discuter. Si Pierre est d'accord pour faire un cercle, on va passer à l'étape d'après, et en fait Marie-Hélène va voir avec chacun qui chacun d'entre eux veut inviter. Et je fais de chaque personne concernée peut inviter une, deux, trois, X personnes. Et ensuite, ce que va faire Marie-Hélène, c'est qu'elle va aller parler à chacune des personnes invitées. Elle va dire voilà, Paul t'a invité pour un cercle restauratif par rapport à un problème qu'il a avec Pierre, etc. Est-ce que tu sais pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu es OK pour participer? Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, Marie-Hélène va aussi se prendre un petit co-facilitateur, je sais pas, par exemple Jules, qui va lui permettre d'échanger, de comment ça va se passer, de la soutenir aussi pendant le cercle lui-même. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, et ça peut prendre des jours, des semaines de préparation, ça peut durer longtemps, toutes ces personnes vont se retrouver dans le cercle. Et ce qui va se passer, c'est que tout le monde est là. Et puis, la facilitatrice va se tourner vers Paul et va lui dire voilà, est-ce que tu veux dire quelque chose et à qui? Et puis Paul va commencer à parler à Pierre, voilà, par exemple, et il va lui dire tout ce qu'il a sur la patate. Il va lui parler. Et Pierre va devoir lui dire ensuite ce qu'il a entendu de ce qu'il a dit. Et il va le dire avec ses mots. Une fois qu'il aura parlé, Marie-Hélène va demander, en tant que facilitatrice,
à Paul. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça que tu voulais dire? Et Paul peut dire oui. Donc ça c'est ok, c'est cool. Ou il va dire bah non, mais c'est pas vraiment ça, parce que moi je voulais aussi qu'ils comprennent bien que nanani nanana. Et Pierre, et ça va faire des allers-retours comme ça. Et puis après ça peut être à Pierre de dire des choses et Paul de reformuler. Ça va dans tous les sens. Et les invités sont là pour s'assurer que la compréhension mutuelle se fait. Voilà. Si jamais il y en a un qui entend pas, tout le monde dit, Paul dit oui c'est ok, c'est bien ce que j'avais dit, il y a quelqu'un qui peut dire, il y a Chablis qui peut dire ouais par contre je l'ai pas entendu reformuler ce que tu avais dit quand tu as dit ça, je voudrais m'assurer que ça a bien été entendu. Les invités sont là pour ça surtout. Éventuellement pour apporter une contribution personnelle s'ils se sentent concernés par la problématique, ils peuvent éventuellement faire un témoignage. Mais le plus important dans cette phase-là, c'est vraiment les reformulations et la compréhension mutuelle. Et une fois que ça c'est fait, ensuite chacun va se responsabiliser. Puisque dans un conflit, chacun est responsable d'une partie du conflit. Et une fois que cette étape de co-responsabilisation est terminée, il va y avoir un plan d'action qui va être proposé. Et pareil, avec des propositions, reformulations, etc. Toujours aidé par la facilitatrice ou le facilitateur. Et une fois que les deux personnes se sont comprises, qu'elles se sont co-responsabilisées toutes les deux et qu'une action a été proposée et acceptée, le cercle se termine. On finit par décider d'une célébration, petite fête, tout le monde est content. Et quelques semaines après, il y aura un après-cercle pour faire un bilan. Voilà, avec les deux personnes concernées, le facilitateur ou la facilitatrice. Et ça, on le fait ici depuis 2 ans et demi maintenant. Ouais. Et on monte en compétence à chaque cercle. Voilà. Ils se passent pas tous de façon idéale, mais en tout cas, on en a vu qui ont vraiment permis de sauver des relations et de restaurer de la joie dans le collectif et puis de la fluidité. Et puis ce qui est intéressant avec les cercles restauratifs, pour finir, c'est que même si tout le monde n'est pas invité, le résultat, vraiment tout ce qui s'y est passé, puisque ce qui se passe dans le cercle est plus ou moins privé, mais tout ce qui s'y est passé, ce qui est hyper intéressant dans un contexte collectif, c'est de voir comment ça va s'infuser de façon très subtile mais très claire dans les jours et les semaines qui suivent, dans l'ensemble du collectif. Et ça en fait un outil qui peut être vraiment très puissant, avec cette condition sine qua non que tu ne viens pas pour obtenir de l'autre qu'ils disent que j'ai raison et tu as tort, ou pour dire voilà c'est le méchant, je suis le gentil. Ça marche pas bien. Par contre, quand les gens y vont avec l'intention de restaurer la relation et de dire ce qui est vraiment vivant pour eux, je n'ai vu que des bons résultats. Très clair, merci. Ça te va ? C'est parfait.